La Facture, émission 603. Aujourd'hui, une histoire de cuir, de simili-cuir et de simili-vérité. La CSST veut protéger les fonds publics, mais va-t-elle trop loin? Aussi, attention aux factures qui s'effacent. Elles pourraient effacer votre garantie. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Je suis très heureux de vous retrouver. J'aimerais d'abord dire un grand merci à tous mes collègues de Radio-Canada, de La Facture, et en particulier à François Sanche pour leur soutien et leur amitié. Je devrais vous dire que l'histoire qui suit est à propos de cuir et de simili-cuir, mais en réalité, j'ai l'impression qu'on va plutôt vous parler de simili-vérité. Des simili-vérités et des fausses représentations qui devraient être contrôlées par une loi. C'était la surprise totale parce que je pensais vraiment que c'était du cuir. Il paie pour du cuir, mais ce n'en est pas. Moi, j'aimerais ça, avoir des vrais sièges en vrai cuir parce que j'ai payé pour des sièges en cuir. Certains meubles en faux cuir se désagrègent tellement qu'ils ne valent plus rien. À mon grand étonnement, là, je pense qu'on s'est fait vraiment avoir. Comment distinguer le vrai du faux? Patrick Caillé était fier de son ensemble, acheté au Salon de l'Habitation. Au coût de 2000 $, Rocco Ébéniste lui a vendu un sofa et une causeuse recouverts de cuir. Mais après quelques années, arracher le revêtement est devenu un jeu d'enfant. Je peux pas manger le divan, Mathis, non. C'est assez simple de voir que c'était pas du cuir. C'était vraiment de la cuirette qu'on appelle communément un morceau de tissu avec une espèce de plastique par-dessus. Pour Patrick Caillé, un consommateur averti, l'affaire ne pouvait en rester là. Il s'est d'abord adressé à la Cour des petites créances. J'ai plaidé que les sofas n'étaient pas en cuir et devaient l'être, et puis que le commerçant ne devait pas omettre un fait important. Puis le matériau du meuble en question est, selon moi, un fait important. Mais Patrick Caillé voudrait aussi que soit revue la loi sur l'étiquetage des textiles. Faire une législation ou un règlement qui ferait en sorte qu'un commerçant ne pourrait pas mettre le mot cuir dans son appellation, cuir, by-cast, contre-collé ou peu importe, et que ça soit vraiment du cuir véritable de qualité. Il n'y a pas de réglementation précise quant au cuir, le recouvrement du cuir, ni au Québec, ni au Canada. Et en fait, il n'y a pas de normes internationales. Cette absence de réglementation exaspère le président de l'Association des fabricants de meubles du Québec. Ce qu'on voudrait, c'est un étiquetage clair, honnête, qui aide le consommateur. La peau de l'animal est constituée de plusieurs couches, dont la meilleure, la pleine fleur, est celle du dessus. Dans cet atelier de Montréal, le fabricant n'emploie que cette couche pour recouvrir tous ses meubles. La dernière couche de cuir, la croûte, entre dans la fabrication d'une pâte de simili-cuir. Comme on peut le voir sur cet échantillon, le pourcentage de cuir est seulement de 20 %. Mais ça peut être encore moins. Est-ce que ça arrive qu'il n'y en a pas du tout? Bon, oui, l'échantillon de blanc que vous venez de voir, là. Ah oui, il n'y a rien. La ressemblance entre cette pâte et le véritable cuir est à s'y méprendre, reconnaît Raymond Carrier, importateur de cuir et de faux cuir. C'est sûr que le consommateur, il doit être perdu parce que même moi, j'étais obligé de faire attention à tout ça, là. Seule l'odeur lui permet de distinguer le cuir du faux cuir. Du cuir, pour moi, ça sent le cuir. On peut, là. On sent. Tandis qu'un PVC, c'est un plastique. Ça sent le caoutchouc. Le caoutchouc. Pour ajouter à la confusion, dans les commerces, on joue sur les mots. Cuir laminé, cuir contre-collé, cuir by-cast, ultra-cuir sont plus vendeurs que simili-cuir, la véritable nature du produit. Encore une fois, en l'absence de réglementation, tout est permis. Personnellement, je crois que ça doit être plus transparent, ne pas être créatif avec les mots. C'est du cuir ou ça ne l'est pas. Quand on y touche, là, on entend vraiment, là, c'est comme du cuir, là, tu sais. Daniel Fauchon s'attendait à garder son ensemble durant au moins 20 ans. La pellicule qui tenait lieu de cuir s'est complètement décollée au bout de quelques années. Quand on voit ça, là, c'est comme 1000 $ qu'on aurait brûlé carrément, là, je veux dire.
Sur sa facture, il est pourtant bien écrit qu'il s'agit d'un sofa en cuir. Tout comme dans cette publicité vantant les sièges de catégorie supérieure de Dodge Ram, achetés 56 000 $ par Maryse Lemieux. Des sièges en cuir somptueux et durables. Bien, moi, je le trouvais beau, oui, mais sauf qu'il n'est pas durable, par exemple. Non, ça, c'est pas vrai, puis il n'est pas en vrai cuir. Chrysler Canada a reconnu au téléphone que, contrairement à ce que prétend sa publicité, seule l'assise est en cuir. Le fabricant lui a offert de nouveaux sièges, mais dans les mêmes matériaux. Bien, je suis très déçue parce que je l'ai payé quand même très cher, ce camion-là. On parle d'un camion de 56 000 $. Je pense qu'à 56 000 $, je pense que les sièges auraient dû être en vrai cuir, ou du moins, sinon, nous le dire pour qu'on ne la jette pas. Car cet expert est formel, l'espérance de vie de certains de ces matériaux synthétiques est limitée en termes d'années. Bien, ça va plumer, ça va craquer, ça va... il peut arriver toutes sortes de complications. Moi, je me suis dit, ils prennent les acheteurs pour des nonos, là. C'est ce qui s'est produit sur 2 de ces 10 chaises achetées par Louise-Marie Champagne chez Mobilier Philippe Dagenet, spécialisé dans les meubles plus haut de gamme. Là, j'ai envoyé une mise en demeure à Philippe Dagenet, leur demandant de me rembourser la totalité parce que je leur ai dit qu'ils m'avaient vendu quelque chose sous une fausse représentation. Il s'est écrit dans le contrat de vente que c'est du cuir et que c'est pas du cuir. Le revêtement de ces chaises est composé d'un peu de cuir, mais surtout de polyuréthane, de polyester et de coton. Ils prennent un 17 % et ils disent que c'est du cuir, faux cuir. Ils prennent c'est un jeu de mots, c'est pour le vendre. Le mot cuir est large et pas une seule chose. Le vice-président de Mobilier Philippe Dagenet a accepté de nous recevoir. Est-ce honnête de parler de cuir quand il n'y a qu'une petite partie de cuir dans ce matériel-là? Est-ce que ça sera honnête de dire que c'est un tissu? Qu'est-ce que c'est? Le cuir by cast porte ce nom-là, donc c'est pas moi qui l'ai inventé. Louise-Marie Champagne a poursuivi Mobilier Philippe Dagenet. À la cour des petites créances, le marchand a expliqué que c'était les normes de l'époque, qu'il vende maintenant ses meubles en identifiant qu'il s'agit de cuir recyclé ou by-cast. Qu'en est-il vraiment? L'étiquetage est toujours ambigu chez ce marchand, comme en fait foi le nom d'Éco-Cuir sur cette chaise en faux cuir. Éco-cuir, ce n'est pas un vrai cuir. Est-ce que c'est un cuir écologique? Est-ce que c'est encore meilleur que du cuir? Qui sait? Et ça fait partie de, peut-être, d'une façon qui risque de tromper le consommateur. Tous ces mots-là, cuir reconstitué, cuir contrecollé, cuir laminé, laissent croire qu'il s'agit de cuir, alors que ça n'en est pas. Est-ce honnête de faire ça? Un cuir laminé dit exactement ce que c'est. Un cuir contrecollé dit exactement ce que c'est. Normalement, un consommateur doit s'informer avant de faire un achat de qu'est-ce qui compose les matières. En Europe, 20 des articles en cuir sont l'objet d'un étiquetage trompeur. C'est pourquoi l'Union européenne révise présentement sa réglementation. À l'avenir, seuls les articles 100% cuir pourraient avoir le droit de porter le titre de cuir. C'est ce que souhaiterait Patrick Caillé pour le Canada. S'il y avait une appellation claire sur le produit qui certifie que c'est du cuir véritable, ça serait moins... il y aurait moins de questionnement. Moi, je n'accepte pas ça. Là, quand on me dit que c'est du cuir, pour moi, c'est du cuir véritable. Il n'y a pas... il n'y a rien entre les deux. Patrick Caillé, le consommateur averti du début, et Louise-Marie Champagne, la cliente de chez Dagenet, ont tous deux gagné leur cause aux petites créances. Dans les deux cas, le tribunal a reconnu qu'on leur avait vendu ces meubles sous de fausses représentations. Après la pause, quel est le mandat de la CSST? Aider les travailleurs accidentés ou atteindre certaines cibles budgétaires? Il y a eu un diplôme d'agent de sécurité qui n'est pas obligé d'utiliser ses bras pour travailler. Je ne peux plus rien faire. Je suis à morphine, mais moi, ça fait 2 heures. Dans les années 30, la société québécoise a adopté un principe fondateur.
un travailleur blessé et sa famille n'auront pas à faire face à la pauvreté. En 2013, 85 000 travailleurs ont été blessés au travail. Nous leur avons versé collectivement 1,8 milliard de dollars en indemnités. Le mandat de la CSST, entre autres, est de compenser le salaire perdu, mais aussi de ramener le travailleur dans le marché de l'emploi. Mais comme vous allez le voir, parfois c'est n'importe quoi. Une troisième opération, mais pour eux autres, j'étais encore capable d'être agent de sécurité. Moi, la première chose que je dis à un client qui vient au bureau, c'est la CSST, là, ce ne sont pas tes amis. Ils veulent absolument te pousser à l'ouvrage. Ça revient souvent dans leur discours, c'est toujours la solution la plus économique. Richard Picard a 56 ans. Il n'y a pas si longtemps, il occupait un emploi de menuisier et avait une vie bien remplie. Je jouais du billard, je jouais au golf, je jouais au quilles. C'est toutes des affaires que je peux pratiquement pas faire. Fait qu'il me reste les autos. Mustang 68. Comme c'est là, c'est ça qui me tient. Si j'aurais pas ça, il me reste quoi? Il me reste plus rien. En juillet 2010, sa vie bascule. Un accident de travail le blesse gravement. J'avais une échelle à déplacer. Je ne l'ai pas baissée. Elle a parti vers en arrière. Puis là, j'ai essayé de la retenir. Puis quand je l'ai lâchée, bien, il était trop tard. Résultat, déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Son médecin traitant est formel. Son épaule blessée ne lui permettra plus d'exercer son métier de menuisier. La CSST lui verse alors près de 28 000 $ par année. J'ai jamais eu de trouble pour dire avoir à être payé à partir de quand j'ai eu mon accident à venir aujourd'hui. Pendant sa convalescence, la CSST l'envoie suivre une formation d'agent de sécurité. Le but, que Richard Picard retourne sur le marché du travail le plus vite possible. Vous étiez d'accord avec ça? Oui. Pourquoi vous étiez d'accord? Parce que j'allais bien, j'avais pas de mal. Pendant sa formation, il constate que sa blessure à l'épaule l'empêche d'effectuer certains exercices pratiques. Quand tu travailles avec le bâton comme les polices, là, je pouvais pas faire des exercices, là, moi. Là. Quand tu fais la réanimation cardiaque, là, les sauter, ça, j'aurais pas été capable. L'épaule, faut que tu laisses ton poids dessus, ça fait que... Il obtient quand même ses cartes de compétences. Pourtant, un agent de sécurité doit pouvoir prodiguer les premiers soins et expulser les intrus. La CSST, ce qu'elle veut, elle, c'est un agent de sécurité au bout de la ligne. Maître Marc Bellemare est l'avocat de Richard Picard. L'expérience de son client ne l'étonne pas. Il y a eu un diplôme d'agent de sécurité qui n'est pas obligé d'utiliser ses bras pour travailler. Alors, c'est complètement farfelu. Mais Richard Picard veut à tout prix travailler. Il accepte un emploi d'agent de sécurité à l'hôpital de Thetford Mines. En aidant une patiente à se relever, il se blesse de nouveau. Au bout de 4 semaines, il dit « Là, je peux plus, et il faut aller voir mon médecin. J'étais rendu que j'avais du mal. Il m'a fait passer une résonance, puis il dit « T'es redéchiré encore. Là, je peux plus rien faire. Je suis à morphine, moi, ça fait 2 ans. » À partir de là, tous les médecins sont clairs. Richard Picard devra vivre avec des limitations fonctionnelles. Même l'orthopédiste, qui est mandaté par la CSST pour évaluer le cas Picard, confirme ses limitations physiques. Le médecin traitant de M. Picard est encore plus précis. Monsieur est parfaitement incapable d'effectuer les tâches d'un agent de sécurité. Malgré tous ses avis médicaux, la CSST ne veut rien entendre. Elle l'oblige à se trouver un emploi d'agent de sécurité d'ici 1 an. Ce qu'ils veulent, c'est payer le moins possible, le plus petit écart entre l'ancien salaire et un supposé emploi convenable. Leur but, c'est de fermer le dossier, puis achale-nous plus. Pour Richard Picard, la fermeture de son dossier est catastrophique. Il recevait de la CSST près de 28 000 $ annuellement. On évalue qu'un emploi d'agent de sécurité lui rapporterait un peu plus de 23 000 $. Donc, la CSST lui versera la différence, soit 4 300 $ par année. C'est pas le dossier qui regarde, là, sa calculatrice. On pousse pour l'emploi convenable. Au plus sacrant, il faut déterminer un emploi convenable pour que l'année commence à courir, pour que dans 1 an, on passe à l'indemnité réduite. Et si je serais capable de travailler, c'est certain qu'il irait. Pourquoi? C'est trop long à rien faire.
À de nombreuses reprises, nous avons offert à la CSST de nous expliquer leur façon de faire. Impossible d'avoir des réponses à la caméra. Par écrit, la porte-parole soutient que, de manière générale, la commission est liée par l'opinion du médecin et que le conseiller en réadaptation doit s'assurer que l'emploi convenable déterminé ne comporte pas de danger particulier pour le travailleur. Visiblement, dans le dossier de M. Picard, ces consignes ne semblent pas avoir été respectées. La gente qui m'a poussé au cours, elle est correcte. Elle a sa job, elle a son salaire, puis elle n'a pas de mal. Mais moi, je l'ai aujourd'hui, puis beaucoup. Les cas de placement, là, les cas de réadap, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Même constat du côté de la Fondation pour l'aide aux travailleuses et travailleurs accidentés. Pour la CSST, c'est pas un choix qui va aider le travailleur dans le futur. C'est vraiment question d'argent. Selon M. Casey, Richard Picard n'est pas le seul à faire face à la médecine de la CSST. Je pourrais vous donner des tonnes d'exemples. Travailler dans un dépanneur, à soulever des caisses pour quelqu'un qui a des problèmes de dos. Un monsieur qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, puis on l'a nommé vérificateur dans le garage. Comment qu'il va faire, je ne sais pas. Là. C'est un peu n'importe quoi. C'est ce que moi je vois, en tout cas. En mars dernier, Richard Picard et son avocat, Maître Marc Bellemare, ont eu gain de cause devant la Commission des lésions professionnelles. Le juge est d'avis que pour M. Picard, l'emploi d'agent de sécurité n'est pas un emploi convenable. Alors, le tribunal a annulé la décision, puis a dit à la CSST, mais là, vous allez faire votre job comme du monde, là, puis vous allez arrêter d'inventer des réalités qui n'existent pas. La CSST a refait ses devoirs. Croyez-le ou non, on détermine qu'il pourra occuper un emploi de patrouilleur de parc de stationnement. Étonnant, puisqu'un patrouilleur de parc de stationnement peut aussi intervenir lors d'incidents mineurs afin de maintenir l'ordre. Richard Picard conteste de nouveau cette décision de la CSST. Ils finissent par se dire, ben le travailleur va s'écœurer, puis il va finir par accepter. Aujourd'hui, ben je me bats encore. Pourquoi vous vous battez encore, M. Picard? Parce que si jamais elle ne gagne pas, c'est l'aide sociale. Puis je ne vais pas aller sur l'aide sociale. J'ai travaillé toute ma vie. Fait que pour vous, c'est pas une solution, là? Non. Pour la deuxième fois, la Commission des lésions professionnelles a donné raison à Richard Picard. Le tribunal estime que depuis l'accident de 2010, son état s'est aggravé. De plus, selon le juge, il est atteint de dépression et de troubles d'adaptation. Le juge dit clairement à la CSST que présentement, Richard Picard est inapte à occuper un nouvel emploi. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Le contrat de vente de votre voiture neuve indique 0 km au compteur. Mais l'odomètre du véhicule, lui, parle plutôt de 430 km. Le vendeur vous affirme qu'il n'a été utilisé que comme démonstrateur et qu'il est considéré comme neuf. Alors, vrai ou faux, un concessionnaire automobile a le droit de vendre un démonstrateur comme un véhicule neuf? La réponse après la pause. Vrai ou faux, un concessionnaire automobile a le droit de vendre un démonstrateur comme un véhicule neuf? Faux. Un démonstrateur ne correspond pas à la définition légale d'un véhicule neuf. C'est donc un véhicule d'occasion et généralement, les concessionnaires automobiles réduisent les prix de ces véhicules. Pour nous joindre dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet. On dit et redit qu'il est important de conserver vos factures en cas de problème avec un bien que vous avez acheté. Mais depuis l'arrivée d'un certain type d'imprimante, un nouveau problème surgit. Ce soir, le fin mot de l'histoire sur ces factures qui s'effacent. Pierre est frustré. La scie qu'il a achetée vient de rendre l'âme après seulement 9 mois d'utilisation. Heureusement,
il a conservé sa facture. Mais horreur, il découvre qu'elle est effacée. Alors comment faire pour honorer la garantie d'1 an? Sans facture, ce ne sera pas facile pour Pierre de faire valoir sa garantie. Mais comme la loi n'oblige pas les commerçants à fournir des factures qui durent, c'est encore nous qui devons prendre nos précautions. La recommandation de l'Office de la protection du consommateur, ces factures qui s'effacent et dont vous pourriez avoir besoin, photocopiez-les. Ou alors, numérisez-les pendant qu'il est encore temps. Joignez la copie à l'original et rangez le tout. Et si en plus, vous avez votre relevé de transaction de carte bancaire ou de crédit, vous aurez plus de chances de faire valoir vos droits. Le fin mot de l'histoire, de nos jours, plus rien n'est durable. Prévoyez le coup. Voilà, c'était la facture. Où que vous soyez au pays, à Kapuskasing ou à Chétican, merci beaucoup d'avoir été là. Voici des extraits de ce que vous verrez la semaine prochaine. Là, je m'aperçois qu'il y a des phares clignotants en arrière de moi. Je dis, mon Dieu, c'est quoi ça? On lui donne une amende pour transport illégal de personnes. Je comprends pas pantoute du tout. Le covoiturage est autorisé et encouragé, puis le transport illégal ne l'est pas. Je faisais pas du taxi, moi, là. Moi, je faisais du covoiturage. Qu'est-ce que vous voulez? Un peu de justice.